parce qu'à un moment, il faut quand même parler de ces sujets avec ceux qui investissent. Et les économistes, c'est bien pour nous éclairer, mais à un moment, les décisions d'investissement, elles se prennent notamment chez Schellcher Prince Gestion. Avec vous, Hubert Lemoine. Bonjour Hubert. Bonjour, merci d'être là, directeur des investissements de Schellcher Prince Gestion, maison spécialisé, on va dire, historiquement, en tout cas dans les marchés obligataires et les marchés de crédit. Justement, alors vous allez répondre à la question que posait Thomas, est-ce que le marché obligataire s'est un peu assoupi au volant en pensant que la Fed resterait bienveillante, douce et gentille éternellement? Mais déjà, fondamentalement, comment vous évaluez le cas de l'inflation, là, le scénario de la bosse d'inflation, l'aspect transitoire? Est-ce que vous dites que l'inflation ne sera plus un sujet dans quelques mois pour les marchés, pour les investisseurs, ou est-ce que non? C'est un sujet qui va rester, qui pourrait peut-être même poser des problèmes à horizon de quelques mois. Écoutez Grégoire, globalement, en fait, les investisseurs pensent que c'est un phénomène transitoire. Et on le voit bien un petit peu dans le wake-up call qu'a donné Thomas à l'instant. On sent que les marchés se sont un petit peu assoupis sur ces perspectives d'inflation. Depuis finalement 2-3 mois, on voyait les taux réels et les taux nominaux rebaisser aux États-Unis. Et on se disait qu'on était reparti pour quelques années entre guillemets, de boucle d'or, de Goldilocks, où on n'avait pas suffisamment de croissance et pas suffisamment d'inflation, et que tout ça allait bénéficier d'une façon générale aux actifs risqués. Voilà. On a un petit wake-up call en se disant que finalement, la Fed va peut-être commencer à envoyer quelques signaux. Et puis surtout, on fait partie des gens qui pensons que, en tout cas, les outils qui ont été utilisés pour finalement très rapidement effacer cette crise pandémique sont en train de générer de l'inflation très structurelle. Justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que pour vous, il y a des arguments structurels pro-inflation pour demain qui n'existaient pas hier? Et c'est vrai que, j'imagine, les investisseurs, je ne sais plus qui le rappelait, je crois que c'est Larry Fink, le patron de BlackRock récemment, dit tout le monde n'a pas la chance d'avoir 40 ans d'expérience de marché derrière soi. Et tout le monde n'a pas vécu ce que c'était une période inflationniste sur les marchés. Donc, j'imagine quand même que dans vos métiers, il y a... J'ai pas l'expérience et je suis pas aussi... ouais, non mais... On est marqué quand même par la décennie ou les 2 dernières décennies de désinflation. Complètement. On est marqué et c'est frappant de voir effectivement ce clivage entre anciens et jeunes dans ce positionnement face aux perspectives d'inflation. En tout cas, ce qu'on constate et ce qui avait marqué la période des Goldilocks, si je puis dire, c'était finalement une démographie qui était plutôt favorable à cette désinflation. On avait finalement une politique d'austérité budgétaire aussi, et ça a radicalement changé, et même un peu avant Covid, puisqu'on avait le MMT qui était finalement une banque centrale au service de l'État pour pouvoir essayer de relancer économiquement la machine. On a eu aussi une période de globalisation et avec une Chine qui exportait sa déflation. Et je pense que tout ça, effectivement, est en train de progressivement changer. Et on peut rajouter, effectivement, le green, vous le citiez tout à l'heure, Grégoire, qui va imposer une relocalisation des industries, qui va vraisemblablement augmenter les coûts de production. On voit, par exemple, qu'inexorablement, on n'investit plus dans le secteur du pétrole et que le prix du pétrole va continuer à monter pour peu que les pays producteurs coupent un peu les vannes. Voilà. Et c'est ce qui a l'air de se passer actuellement, en plus. Et vous dites la Chine qui a été le plus grand exportateur de désinflation ces dernières années. Là aussi, quelque chose a changé. La Chine exporte de l'inflation aujourd'hui. On a l'impression, en tout cas, que ça peut être effectivement une des problématiques à venir. Et on le constate aujourd'hui avec le rebond très fort des prix à la production en Chine. Je crois qu'on est sur un rythme annualisé de 7% aujourd'hui. On se rend bien compte qu'il y a un problème au niveau des matières premières en Chine et du coût de fabrication. Et les pays développés dépendent quand même beaucoup de cette Chine qui, pour le coup, n'a pas eu cette réaction monétaire face à la pandémie. Le bilan de la Banque centrale chinoise n'a grossi que de 6 à 7%, alors qu'on est plutôt sur un rythme de 50% aux États-Unis. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres. Et donc, vraisemblablement, le yuan risque d'être une monnaie forte à l'avenir. Et d'ailleurs, la Banque centrale agit, puisqu'elle demande aux banques régionales, finalement, d'augmenter leurs réserves de change pour essayer de contrer un petit peu cette force du renminbi. Ouais. Le yuan qui s'est apprécié de plus de 10% sur un an, effectivement, face au dollar notamment. Et ça risque de continuer. On a un spread de rendement important, puisque le taux de rendement des emprunts d'État à 10 ans chinois est au-dessus de 3%, alors qu'on est sur des niveaux d'1,70 aux États-Unis, avec une monnaie potentiellement plus forte à moyen terme. Ouais.
Comment vous regardez alors le pricing de marché, effectivement, hein, par rapport à la situation que vous décrivez, aux convictions, aux arguments que vous avez aujourd'hui, Hubert. Le marché s'est un peu assoupi. Il faut quand même repartir des taux longs américains qui étaient tombés au plus bas historique à 0,50% en août dernier, pour remonter jusqu'à près de 1,80, peut-être un peu moins de 1,80, je crois, à fin mars pour le 10 ans américain. Beaucoup d'obligataires m'expliquent que c'est quand même une correction obligataire majeure dans l'histoire des corrections obligataires. Écoutez, alors, on regarde plutôt les taux réels. Et si on regarde les taux réels américains à 10 ans, on se rend compte que le plus bas, c'est moins 1, et c'est à peu près au cours de l'été 2020. Et aujourd'hui, on est à moins 0,80. Donc il n'y a pas péril dans la demeure, et loin de là. Et on peut imaginer, et ça correspondrait plutôt à une continuation de ce mouvement d'amélioration économique, on peut imaginer que ces taux remontent gentiment. Alors ce sera bien entendu contrôlé par la Fed, parce qu'il y a un enjeu d'endettement très fort, et de refinancement de la dette publique américaine, et donc elle n'a pas envie de voir les taux nominaux exploser, bien entendu, mais les taux réels, en tout cas, exploser, pour ne pas casser la croissance et pour permettre à l'État de rembourser sa dette, mais véritablement, il y a de la place. Et c'est peut-être de ce point de vue-là que les marchés se sont un tout petit peu endormis. On voit que le scénario macroéconomique reste toujours très, très bien orienté, qu'il y a un matelas d'épargne très fort et qui va continuer à soutenir la croissance. Donc ces taux réels à moins 0,80, c'est pas très logique, effectivement, et les marchés sont un peu endormis. Et alors, si on parle des marchés européens, on est à moins 1,60, ce qui est juste hallucinant. Et quand, par ailleurs, on réalise que la BCE est en train d'essayer de réalimenter finalement le marché au travers de rumeurs de nouveaux PEPP, au travers d'augmentation de son rythme d'achat, on est en train de réaliser que les deux grandes banques centrales sont behind the curve, ont envie de pontifier les courbes, ont envie de faire en sorte d'ancrer dans l'esprit des agents économiques de la croissance et de l'inflation. Et ce sera véritablement le pilotage qui sera important. Et vous dites, c'est pas juste les taux nominaux qui doivent encore remonter, ce sont bien les taux réels, au moins en partie. Au moins en partie. Ouais. Et on peut espérer qu'il n'y ait pas de choc de taux réels qui, pour le coup, viendrait casser la croissance. Ouais. Voilà. Et quand vous dites qu'il y a encore un peu de place, je ne sais pas comment on peut le quantifier par rapport aux baromètres qu'on regarde, qui sont, alors je sais pas, les taux 5 ans, 10 ans, je ne sais pas lesquels vous privilégiez, Hubert, mais est-ce qu'on peut essayer de quantifier un peu la place qui reste justement ? Pour être relativement proche en termes d'horizon, fin 2021, on peut pricer 30 à 40 centimes de hausse des taux aux États-Unis et en Europe, de taux nominaux. D'accord. Donc ça nous met 2% à peu près, c'est ça ? 2% et 0,20 US, 0,15, 0,20 en Europe sur le Bund. Sur le 10 ans allemand, qui est encore à moins 20, enfin moins 20 points de base. Il a fait un petit retour à moins 20 sur la base des achats de la BCE, qui a changé son rythme quotidien de 3,5 milliards à 5 milliards. Et donc oui, il y a de la place. Il y a vraiment de la place dans une situation économique européenne qui est en train, certes avec un délai, mais qui est en train de sortir par le haut. Et vous avez l'impression que quand vous dites le marché s'est un peu assoupi, c'est-à-dire que les investisseurs ne sont plus aussi short treasuries ou short bond qu'ils ont pu l'être il y a encore quelques mois. Déjà, certains investisseurs ont pu réviser leur position, notamment par exemple par rapport au taux américain revenu à plus de 1,70 il y a quelques semaines. Dans la forte hausse des taux nominaux, on a vu le dollar rebondir, et très clairement, il y avait des investisseurs internationaux qui venaient acheter du 10 ans américain en dollars, et ça a soutenu pendant effectivement quelques mois les treasuries. Ouais. Voilà. Et ça peut changer très clairement. Bon, encore un peu de chemin à faire. Je ne sais pas, on verra si la réunion de la Fed dans 15 jours sera un déclencheur de quelque chose. Beaucoup ont en tête aussi Jackson Hole. On n'en a pas parlé avec Thomas, mais Thomas Koster, qui était avec nous il y a quelques minutes, nous disait le meeting de Jackson Hole, qui était prévu en virtuel il y a encore quelques semaines, sera finalement en physique. Il y aura quand même l'idée aussi que les banquiers centraux peuvent se retrouver à nouveau normalement au même endroit dans le Wyoming pour discuter comme ils le faisaient avant la crise Covid. Et puis sur la Fed, je ne sais pas, sur les marchés de crédit, là, le fait que la Fed veuille réduire la détention des obligations d'entreprise qu'elle a pu acheter, alors sont des sommes mais dérisoires évidemment par rapport au bilan total de la Fed, mais est-ce que ça nous dit quelque chose ?
C'est un signal très clair pour moi que l'économie va mieux et que finalement, enfin, déjà, elle se redonne un tout petit peu de latitude, parce qu'on parle effectivement de 8 milliards, donc on n'est pas sur des chiffres très très importants, mais c'était la première fois qu'elle franchissait le Rubicon, comme le disait Thomas. On a un petit signal, effectivement, qui va dans le sens d'un potentiel tapering plutôt que prévu. Voilà. Mais globalement, la dette à yield, dans une économie qui va bien, les taux de défaut ont plutôt tendance à baisser et se sont même effondrés, que ce soit dans l'économie financière ou dans l'économie réelle, et de sociétés qui ne se financent pas forcément directement sur les marchés. Et on voit bien que cette dette à yield, quelque part, c'est un des refuges potentiels pour essayer de délivrer une performance ajustée de l'inflation qui soit correcte. Et vous dites le marché de la dette au rendement américain n'a plus besoin fondamentalement de la Fed, qui avait acheté en plus autour de 10 milliards, on va dire, ce qui est vraiment, encore une fois, dérisoire. Dans un contexte d'amélioration de l'économie et de baisse des taux de défaut, elle n'a plus besoin de la Fed. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Hubert. Même si la Fed était... Ah oui, c'était très minime. Pour le coup, c'était microscopique. Mais le signal avait été très fort. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait la Fed acheter, à travers des ETF d'ailleurs, certains segments du marché de crédit le plus risqué, jugé le plus risqué. Ça, c'était un des signaux forts envoyés au pic de la crise de marché liée à la pandémie en mars dernier. Merci beaucoup, Hubert. Hubert Lemoine, qui était avec nous en plateau pour discuter de ces sujets obligataires et de l'inflation, évidemment. Le directeur des investissements de Shelter Prince Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.